Le Nebraska. Ces grandes plaines ne se résument pas aux longues routes toutes droites ou aux champs de maïs à perte de vue. Le 37e État affiche aussi de majestueuses formations rocheuses qui s'élancent vers le ciel, des plages inattendues et des animaux qui sillonnent le cœur des États-Unis depuis des millénaires. Le Nebraska se distingue par ses grands espaces, des paysages qui inspirent des romans à l'une de ses premières habitantes et qui amènent un fermier local à inventer une machine pour transformer ce vaste désert en champ fertile. C'est dans un petit lycée du Nebraska qu'un comédien de la télévision américaine trouve sa vocation de comique. Et c'est dans la plus grande ville de l'État qu'un homme d'affaires devient l'un des plus riches de la planète. Mais le Nebraska connaît aussi des moments difficiles. Quand une tribu amérindienne est contrainte à l'exil, ou quand de violentes tempêtes de poussière délogent de nombreux habitants, et que des puissantes tornades ravagent des villes entières. Mais les merveilles de cet état des Grandes Plaines semblent infinies, avec des Badlands qui étaient peuplés d'animaux insolites, une vallée marquée par ceux qui ont colonisé l'Ouest, et des kilomètres de prairies où le bison américain est roi. Bienvenue sur cette terre surprenante, le Nebraska. Quand l'été arrive dans le Nebraska, les champs se couvrent de maïs. Mais ces tiges vertes et dorées ne sont pas encore prêtes pour la récolte. Les agriculteurs attendent qu'elles sèchent et brunissent pour sortir leur moissonneuse batteuse. 92% des terres de cet État sont consacrées à l'agriculture et à l'élevage, ce qui crée ces paysages typiques. Pourtant, il y a 200 ans, ce territoire était vierge. Jusqu'aux années 1830, les petits villages des Indiens des Plaines sont la seule trace visible d'une présence humaine dans la région. La situation change quand des centaines de chariots commencent à sillonner les Grandes Plaines au cours de l'un des plus importants exodes de l'histoire américaine. Cette migration transforme cette vallée du Nebraska en une véritable autoroute du XIXe siècle. La plupart des pionniers en partance pour l'Oregon et la Californie savent que la traversée de l'immense prairie au cœur du territoire américain est un voyage de longue haleine. Beaucoup choisissent donc de longer la vallée assez large et peu accidentée de la rivière Platte qui passe par le Nebraska. Ceux qui suivent la piste de l'Oregon traversent le Missouri et le Kansas. De leur côté, les colons mormons en route vers l'Utah passent par le territoire de l'Iowa. Pour éviter les conflits, les Mormons longent la rive nord de la rivière, tandis que les voyageurs sur la piste de l'Oregon suivent la rive sud. Mais ils vont tous vers l'ouest. Les explorateurs, les trappeurs et les chercheurs d'or convergent tous ici en un flot ininterrompu.
La fréquentation est telle que les traces du passage des caravanes sont encore visibles dans la terre à Windlass Hill. Cette colline est alors trop escarpée pour les chariots. Les pionniers préfèrent bloquer les roues et tirer leur voiture jusqu'en bas et creusent ces profonds sillons dans le sol. À l'époque, la région est uniquement peuplée d'Amérindiens. Et si les explorateurs ont lu des récits effrayants d'attaques indiennes, les risques sont en réalité assez faibles. Les vrais dangers sont plutôt les accidents de chariot, le soleil implacable, les tempêtes ou les serpents venimeux et les maladies. Sans parler des difficultés pour se nourrir et alimenter les bêtes chaque jour. Les eaux boueuses de la Platte favorisent la propagation des maladies. Beaucoup de voyageurs meurent du choléra et sont enterrés dans des tombes anonymes le long de la rivière. Quelques familles réussissent à enterrer leurs proches au cimetière d'Asholu. À l'ouest, la prairie s'étend à l'infini. À cet endroit, les pionniers scrutent l'horizon en quête de points de repère pour savoir s'ils avancent bien dans la bonne direction. Les premiers sont deux impressionnantes formations calcaires appelées Courthouse et Jail Rocks. C'est une vision réconfortante pour des milliers de voyageurs et les sites deviennent bientôt légendaires. Mais une fois ces lieux dépassés, les pionniers replongent dans un paysage de prairies monotones, à la recherche du prochain point de repère. Un site qu'ils atteignent en plus de 2 jours. Quand ils y arrivent, ils sont époustouflés par ce qu'ils découvrent. Une colonne rocheuse de 150 mètres de haut qui semble percer le ciel, Chimney Rock. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les paysages de l'Ouest américain, Chimney Rock est un aperçu des merveilles qui les attendent. C'est l'un des monuments les plus cités dans les récits de voyage. Cette curiosité géologique peut apparaître comme une illusion d'optique, visible à des dizaines de kilomètres, mais qui semble toujours lointaine. Chimney Rock reste un monument incontournable du Nebraska. Le site figure même sur la pièce de monnaie du State Quarter comme emblème de l'État. Aujourd'hui, l'Interstate 80 passe à côté de Chimney Rock. Cette autoroute transcontinentale s'étend du New Jersey à San Francisco. Elle suit la vallée de la rivière Platte à travers le Nebraska, comme les pistes de l'Oregon et des Mormons. À l'ouest de cette route se trouve Salt Lake City et à l'est, la plus grande ville du Nebraska. C'était un lieu célèbre pour ses spiritueux, ses maisons closes et ses maisons de jeu. Aujourd'hui, elle doit sa réputation à l'un de ses investisseurs de génie surnommé l'Oracle d'Omaha. 1862 est une grande année pour le Nebraska. Le président Abraham Lincoln approuve le premier chemin de fer transcontinental. Des trains vont bientôt remplacer les chariots dans les grandes plaines. Ce qui va permettre le transport des passagers et des marchandises depuis New York jusqu'en Californie. Pour les lignes de chemin de fer en direction de l'ouest, Lincoln choisit un point de départ dans le Nebraska, la ville d'Omaha.
Les travaux de l'un des plus gros chantiers de l'histoire des États-Unis commencent en 1865. Les ouvriers de l'Union Pacific à Omaha travaillent d'arrache-pied pour rejoindre les ouvriers du Central Pacific qui posent des rails à l'est de Sacramento, en Californie. Depuis, Omaha est toujours un important centre ferroviaire. Toutefois, Omaha n'est plus seulement connu pour ses chemins de fer, mais pour une autre grande entreprise. Vue du ciel, on ne soupçonne pas qu'elle accueille l'une des firmes les plus importantes et les plus riches d'Amérique. Cet immeuble de bureau tout simple abrite une compagnie fondée par l'oracle d'Omaha, Warren Buffett. Cet homme d'affaires milliardaire a débuté ici. Warren Buffett grandit dans cette maison blanche de Barker Avenue. Dès son plus jeune âge, il se montre doué pour le commerce. Il achète par exemple du soda à l'épicerie de ses grands-parents pour le revendre plus cher à ses camarades. Au lycée, il investit dans une métairie et il finit par gagner plus d'argent que ses professeurs. À 25 ans, il crée sa propre société d'investissement avec un petit capital. En 2015, la fortune de l'homme d'affaires s'élève à 65 milliards d'euros. Mais il habite toujours une maison achetée pour 30 000 euros en 1958 qu'il qualifie de meilleur investissement de sa vie. En 2006, Warren Buffett déclare céder une grande partie de sa fortune à une organisation caritative, ce qui fait de lui l'un des plus généreux philanthropes de l'histoire. Quand Warren Buffett naît en 1930, Omaha est en pleine mutation. Cela fait alors 30 ans que la ville est gérée par un mafieux de haut vol, Tom Denison, surnommé le Vieux Loup Gris. Denison arrive à Omaha en 1892. Il prend le contrôle des marchés florissants de la prostitution, du jeu et de l'alcool de contrebande et il fait rapidement fortune. En 1932, Denison est jugé pour association de malfaiteurs. Mais le procès sera annulé, faute d'unanimité dans le jury. À sa mort en 1934, des réformes sont engagées pour remettre de l'ordre dans la ville. L'un des symboles de ce renouveau est un journal appelé le Omaha Star. Créé en 1938 par Mildred Brown, c'est le premier journal afro-américain de la ville. Mildred l'appelle le Star, l'étoile, comme une lumière qui guiderait les nombreux Afro-Américains qui, comme elle, ont quitté le Sud pendant la Grande Migration. Beaucoup espèrent trouver la liberté et prendre un nouveau départ dans les villes du Nord, comme Omaha. Le Star existe encore aujourd'hui et occupe toujours les mêmes locaux qui font face à un autre lieu emblématique de la ville. Ouvert dans les années 1920, ce bâtiment en briques rouges est alors un lieu incontournable de la scène musicale locale. Le club de jazz Dreamland Ballroom. Chaque soir, la foule se presse dans l'espoir de voir les stars du moment, comme Duke Ellington, Nat King Cole, Louis Armstrong ou Count Basie. La scène musicale d'Omaha est toujours dynamique. Mais c'est le baseball qui fait sa renommée depuis 1950. Le championnat annuel des College World Series se déroule depuis 2011 dans le nouveau stade d'Omaha, le TD Ameritrade Park. Le reste de l'année, le stade accueille des compétitions d'athlétisme et des matchs de football américain.
tout au long de son histoire, Omaha a su s'adapter aux évolutions de la société. Un site au sud-est du centre-ville illustre bien ce phénomène. Ces silos servaient à entreposer les céréales produites par les agriculteurs nébraskains. Puis elles étaient chargées sur des trains pour l'est et l'ouest du Nebraska. Mais à mesure que la banlieue d'Omaha s'est développée, les silos sont devenus de plus en plus difficiles d'accès pour les agriculteurs. Et les lignes de chemin de fer qui les desservaient ont finalement été supprimées. Un jour, des grimpeurs locaux les ont convertis en murs d'escalade géants. Et depuis 2010, des artistes exposent leurs œuvres sur ces vestiges industriels. Sur les quelques 500 candidatures reçues, 13 artistes ont eu la chance d'être retenus et de rendre leur travail visible par tous les habitants de la ville. Les céréales des silos provenaient de champs qui sont encore cultivés aujourd'hui. Le Nebraska est un État essentiellement agricole. Ce n'était pas le cas à la fin du XIXe siècle. Cette étendue de 246 hectares, connue sous le nom de Willa Cather Memorial Prairie, n'a jamais été cultivée, ce qui en fait un écosystème unique. Elle abrite des plantes endémiques du Nebraska et de nombreux oiseaux migrateurs viennent y nicher. Cet écrin préservé doit son nom à l'écrivain Willa Cather. Elle arrive dans le Nebraska en 1883 au cours d'une grande vague migratoire qui fera des Grandes Plaines un centre industriel. Tout commence en 1862. Quand le président Abraham Lincoln signe la loi agraire. Le but est de coloniser de vastes portions de terre que le gouvernement américain considère comme vides, même si elles sont en grande partie habitées par des tribus amérindiennes. En échange d'une petite somme d'argent, la loi autorise tout individu de plus de 21 ans à prendre possession de 65 hectares de terre. La seule condition est d'y rester 5 ans et de l'exploiter correctement, et la terre leur est donnée. La première personne à en faire la demande est un certain Daniel Freeman. Il se présente à minuit, le 1er janvier 1863, et investit ses 65 hectares de terre près de l'actuelle ville de Béatrice. Aujourd'hui, l'exploitation de Daniel Freeman est un monument en hommage aux premiers colons des Grandes Plaines. Le musée, construit avec un toit qui rappelle une ancienne charrue, symbolise le dur labeur des premiers colons des États-Unis. Les pionniers doivent faire preuve de force et de patience. Il y a très peu de villes à l'époque, et les voisins les plus proches peuvent être à des kilomètres. Ils souffrent souvent d'isolement et de solitude. La romancière nébraskaine Willa Cather le raconte de cette façon dans son livre « Mon Antonia ». Il me sembla qu'il n'y avait rien à voir. Pas de clôture, pas de ruisseau, pas de collines, pas de champs. Il n'y avait rien que la terre. Pas la campagne, mais seulement la matière première dont la campagne est faite. Transformer 65 hectares de prairies en une exploitation agricole viable se révèle une tâche souvent écrasante. Seuls au milieu des plaines, beaucoup de pionniers finissent par se décourager. Mais d'autres tiennent bon. Aujourd'hui, de nombreuses familles d'agriculteurs travaillent encore les champs de leurs ancêtres. Ils disposent d'outils modernes, mais leur travail reste difficile.
En 1867, grâce aux efforts et à la productivité de ses agriculteurs, le territoire du Nebraska devient le 37e État du pays. Omaha était la capitale du territoire du Nebraska. Mais après l'entrée de l'État dans l'Union, la ville de Lancaster, au sud-est, est choisie. Elle est rebaptisée Lincoln. Le Nebraska s'y reprendra 3 fois pour bâtir le siège de son Parlement. Les 2 premiers Capitoles sont détruits pour cause de vices de construction. En 1920, l'État lance un concours national. L'architecte new-yorkais qui le remporte promet que le Capitole du Nebraska se démarquera de celui des 36 autres États. C'est le premier Capitole de tout le pays à ne pas se conformer au style néoclassique habituel. Le Capitole du Nebraska est conçu pour ressembler à un immeuble de bureau et non à un temple romain. Achevé en 1932, il s'élève à 120 mètres de hauteur et il est couronné par un dôme en mosaïque. Tout en haut, la statue appelée The Sower, le semeur, rend hommage au riche patrimoine agricole de la région. Aujourd'hui, Lincoln est une ville dynamique d'un peu plus de 250 000 habitants, en grande partie grâce à son université. 2 ans après être devenu un État, le Nebraska se dote d'une faculté dans le centre de Lincoln et attire de nombreux jeunes pionniers. Aujourd'hui, parmi les 25 000 étudiants, certains font partie de l'équipe de football, les Cornhuskers, qui jouent au Memorial Stadium. Johnny Carson, un présentateur d'une émission de télévision américaine, et l'écrivain Willa Cather en sont d'anciens élèves. Le sport occupe une place importante au sein de l'université, mais aucun étudiant n'est autorisé à courir sur cette piste à l'ouest du campus. Elle est réservée aux machines agricoles et elle appartient à un laboratoire créé dans les années 1920 pour tester les tracteurs américains. Le laboratoire s'assure aujourd'hui que les tracteurs répondent aux normes internationales. Une fois qu'ils ont obtenu le feu vert de l'Université du Nebraska, ils peuvent être vendus dans le monde entier. Les tracteurs actuels sont des machines de pointe. Qu'ils servent à planter ou à récolter, ils sont souvent équipés d'un GPS. Cette technologie permet à l'agriculture une efficacité incomparable, avec des champs de culture parfaitement alignés. Mais ce ne sont pas des tracteurs qui sont à l'origine de ces fascinants cercles verts et bruns visibles lors d'un survol des Grandes Plaines. Ils sont le fruit du travail d'un fermier nébrascain qui rêvait d'inventer un système d'arrosage à grande échelle. En été, la moindre parcelle de terre du Nebraska semble couverte de champs fertiles. Des rangées de maïs s'étendent à perte de vue. En 2013, les agriculteurs américains ont planté 40 millions d'hectares de cette céréale, soit la plus grande superficie de culture depuis 1937. Mais il existe un endroit au Nebraska où les champs s'arrêtent et où il n'y a rien d'autre à voir que des dunes de sable. Ce sont les Sand Hills. Avec une superficie de 52 000 km², elle constitue la plus grande étendue de dunes de l'Ouest américain. Les Sand Hills sont apparus au cours de la dernière période glaciaire, à une époque de grande sécheresse dans cette région d'Amérique du Nord. Le souffle du vent sur la terre aride a formé ces collines de sable. Plus tard, une herbe épaisse et des plantes ont pris racine et ont stabilisé le sable pour créer ce paysage extraordinaire. Ces dunes jouent un rôle crucial dans l'agriculture du Nebraska. Elles font partie d'un écosystème qui fournit l'eau vitale aux agriculteurs locaux et aux millions d'habitants des Grandes Plaines.
car le sous-sol des Sand Hills abrite une formation géologique qui contient de grandes quantités d'eau. Cette nappe phréatique est immense. Elle s'étend sous les États du Dakota du Sud, du Wyoming, du Nebraska, du Colorado, du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas et même du Nouveau-Mexique. C'est un lac souterrain géant appelé l'aquifère Ogallala. Cet aquifère a une influence considérable sur l'économie américaine. Près d'un tiers de l'eau utilisée pour irriguer les cultures provient de cette seule source. Des scientifiques découvrent son existence à la fin du XIXe siècle. Mais à l'époque, les fermiers ne disposent d'aucun moyen pour récupérer cette eau. Et pendant près d'une décennie, la région des Grandes Plaines souffre des effets désastreux des tempêtes de poussière. Un phénomène surnommé le Dust Bowl, le bassin de poussière. Dans les années 1930, les agriculteurs locaux labourent intensivement leurs champs grâce aux pluies abondantes. Mais une vague de sécheresse y met un terme. Le vent soulève d'énormes nuages de poussière et comme l'herbe a été labourée, elle ne fait plus barrière. Ces tempêtes détruisent des champs entiers, aveuglent le bétail, endommagent les machines et mettent les agriculteurs à genoux. De nombreux fermiers perdent leurs biens alors qu'ils sont juste au-dessus d'une immense nappe d'eau. À l'époque, la technologie qui permet de récupérer cette eau n'existe pas encore. C'est la raison pour laquelle les Grandes Plaines ont longtemps été surnommées le Grand Désert américain. Mais l'ouest du Nebraska affiche aujourd'hui des champs verdoyants, avec des cercles et des carrés de maïs, de luzerne et de blé à perte de vue. Le Grand Désert américain est devenu l'une des régions les plus productives du monde grâce à un inventeur local appelé Frank Zaibach. En 1947, Frank Zaibach vit dans l'État voisin du Colorado. Bricoleur depuis l'enfance, il rêve de trouver un moyen de récupérer l'eau de l'aquifère. Il veut la répandre sur les champs à l'aide d'un appareil d'arrosage, une machine qui ne nécessiterait pas beaucoup de main-d'œuvre, ni de déplacer à chaque fois les tuyaux et les pompes pour arroser une nouvelle parcelle. En 1949, il présente son ingénieuse solution. Un long arroseur sur roue qui peut tourner en rond à partir d'un pivot central et pulvériser de l'eau dans toutes les directions. Et, cerise sur le gâteau, il est autopropulsé. L'eau pompée dans ces tuyaux actionne des engrenages qui font tourner les roues de l'arroseur. Frank Zaibach retourne dans le Nebraska en 1952 et son système d'irrigation est adopté par les agriculteurs de la région. Il leur suffit de creuser un puits jusqu'à l'aquifère, de pomper l'eau dans la machine et de la laisser travailler. En seulement 3 jours, cet appareil peut arroser un champ entier. C'est une véritable révolution agricole. Quand la NASA filme la région aujourd'hui, elle ressemble à un vrai kaléidoscope de cercles et de carrés dorés et verts. Mais cette ressource naturelle n'est pas inépuisable. Avec les prélèvements agricoles toujours plus importants et les précipitations plus faibles, le niveau de l'aquifère baisse de façon dangereuse. Certains craignent même la disparition de cette eau et le retour de la région au désert d'ici 20 ou 30 ans. Ce qui incite certains agriculteurs à diminuer leurs prélèvements chaque année. Paradoxalement, le paysage en apparence désertique des Sand Hills est indispensable à la survie de l'aquifère. Cet écosystème fonctionne comme une éponge géante qui absorbe l'eau de pluie et nourrit la nappe souterraine. Par endroits, là où les collines se sont affaissées, l'eau remonte même à la surface et crée des zones humides utilisées par les éleveurs pour leur bétail.
Elle contribue à façonner ce paysage unique. Une immense étendue de sable, d'herbes, d'eau et d'animaux d'élevage. Depuis les ravages des tempêtes de poussière dans les années 1930, les Nébraskins veillent à avoir toujours assez d'eau à disposition. En 1936, un énorme barrage se construit pour obtenir 2 nouveaux réservoirs, le lac McConohey et le lac Ogallala. Aujourd'hui, ces 2 lacs permettent d'irriguer plusieurs comtés du Nebraska. Long de 35 km, le McConohey est le plus grand lac de l'État. Ces plages de sable blond sont une vision surprenante en plein cœur des grandes plaines américaines. Sans l'eau de ce lac, de nombreuses fermes voisines ne pourraient pas survivre. Mais les agriculteurs doivent parfois s'adapter pour la faire rester sur leurs terres. Sur des terrains en pente, l'eau peut s'écouler rapidement et emporter avec elle de précieuses semences. Les agriculteurs ont donc opté pour une culture en courbe de niveau. Au lieu de planter leurs champs en ligne droite, ils les plantent en rangées selon les courbes du terrain. Ils creusent aussi des fossés entre les champs qui permettent de conserver l'humidité. Ces aménagements ont donné naissance à de surprenants motifs. Comme 70% des champs de maïs du Nebraska sont arrosés par irrigation, les agriculteurs se réjouissent toujours de l'apparition de nuages à l'horizon. Si la pluie ne remplissait pas l'aquifère qui nourrit les cultures, ils n'auraient rien à récolter. Mais ces orages peuvent se révéler redoutables, car le Nebraska se trouve sur l'allée des tornades. Chaque année, des tornades géantes frappent de plein fouet des exploitations agricoles. En mai 2013, près de la frontière entre le Nebraska et le Kansas, une tornade s'abat sur la petite ville d'Edgar. Les dégâts sont impressionnants. Un agriculteur a perdu son nouveau silo à maïs. La grange d'un autre fermier a été rasée. On ne peut pas prédire quand ni où une tornade frappera dans le Nebraska. Mais les agriculteurs et leurs exploitations sont souvent les plus durement touchés. Bâtiments endommagés, champs détruits et arbres arrachés. L'une des plus violentes tornades de l'histoire du Nebraska a frappé Grand Island le 3 juin 1980. Cette nuit-là, pas moins de 7 tornades formées dans la ville et ses alentours font 6 morts et plus de 200 blessés. Peu de temps après, les autorités doivent se débarrasser des tonnes de débris laissées par la tornade. Elles décident de tout empiler dans le centre de la ville. Cette montagne de décombres est désormais recouverte d'herbe. Elle est devenue un monument en mémoire de tout ce que Grand Island a perdu ce jour-là. Aujourd'hui, des vents extrêmes peuvent pulvériser des villages entiers en quelques secondes. Mais à la pointe ouest du Nebraska, il a fallu des millions d'années au vent et à la pluie pour créer l'un des paysages les plus extraordinaires des États-Unis. C'est un endroit qui semble immuable, un lieu où la prairie fait place à un paysage lunaire de falaises en grès et de canyons. Certains appellent cette région les Badlands, les mauvaises terres du Nebraska. C'est aujourd'hui un parc géologique. Ces formations sont apparues il y a des millions d'années, quand une rivière a creusé un passage à travers d'anciennes roches calcaires. Le vent, l'eau et le temps ont fait le reste.
La roche renferme des fossiles d'espèces insolites. Des tigres à dents de sabre, des chevaux à 3 doigts, de gros animaux semblables à des cochons, ainsi que des herbivores de 4 tonnes et de 2,40 m de haut appelés brontotères, proches du rhinocéros actuel. Ces animaux ont disparu il y a environ 30 millions d'années, quand le paysage subtropical des Grandes Plaines s'est peu à peu asséché. De nouvelles espèces ont émergé, comme l'ancêtre d'un mammifère toujours présent dans le Nebraska, l'élan. Une centaine d'élans vit en liberté au refuge de Fort Niobrara. Il est créé en 1912 par le président Theodore Roosevelt pour protéger la faune et la flore des Grandes Plaines, menacées par la chasse et la colonisation. Ce refuge, de plus de 7500 hectares, se trouve sur les rives luxuriantes de la rivière Niobrara, qui traverse le nord du Nebraska d'est en ouest. Avant que les pionniers et les colons ne prennent possession de cette vallée fertile, elle abritait la tribu Ponca. Ils pêchaient dans les rivières, chassaient dans la prairie, et logeaient dans des huttes en terre et en peau d'animaux. Les Ponca étaient l'une des nombreuses tribus amérindiennes à habiter le Nebraska, avec les Arikara, les Pawnee, les Omaha, les Sioux et d'autres. En 1800, des historiens estiment à 40 000 le nombre d'Amérindiens dans la région. Mais en moins de 100 ans, l'arrivée du gouvernement américain et de milliers de colons bouleversera complètement leur mode de vie. Tout commence en 1804, lorsque l'expédition de Lewis et Clark remonte la rivière Missouri et rencontre des membres de la tribu Otto. Une réunion immortalisée aujourd'hui par ce groupe de statues en bronze. Cet endroit deviendra Fort Atkinson, le premier fort militaire américain à l'ouest de la Missouri. Ici, des soldats protègent les trappeurs et les premiers colons qui sillonnent les Grandes Plaines. Ils entrent peu à peu en conflit avec les Amérindiens qui finiront par perdre toutes leurs terres. À la suite de traités signés en 1858 et 1865, les Ponca sont contraints de se masser dans une petite réserve le long de la rivière Niobrara. Mais en 1868, les États-Unis cèdent cette même terre aux Sioux, par erreur, dans un autre traité. Au lieu de restituer leur terre aux Ponca, le gouvernement américain envoie la tribu à 1 millier de kilomètres de là, dans une réserve de l'actuel Oklahoma. Des soldats américains forcent ainsi plusieurs centaines de Ponca à partir. Ce voyage à pied, long et éprouvant, fera de nombreux morts et blessés. La mémoire de l'une de ces victimes est toujours honorée non loin de la ville de Neligh. Il s'agit d'une petite fille Ponca d'1 an, morte pendant le voyage. Son père, Black Elk, a fait une demande aux colons installés à proximité. « Je veux que les Blancs respectent la tombe de mon enfant comme ils respectent les tombes de leurs morts. Je confie la tombe à vos soins. » Aujourd'hui encore, les habitants de Neligh continuent de fleurir la tombe de la petite fille. En 1879, le chef Ponca, Standing Bear, décide de quitter l'Oklahoma avec plusieurs membres de sa tribu pour rejoindre le Nebraska sans autorisation officielle. Mais avant de pouvoir atteindre la vallée de la Niobrara, le chef est arrêté et emmené à Fort Omaha, au nord de la Missouri. C'est là que se trouvait la maison du général George Crook qui a arrêté Standing Bear.
Mais le militaire américain réalise que le traitement réservé au chef Ponca est injuste. À l'époque, le gouvernement américain ne reconnaît pas de droit aux Amérindiens. Le chef Ponca décide d'attaquer le gouvernement afin d'obtenir les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen blanc américain. Et le général Crook l'aide secrètement à préparer ce procès. Au tribunal, Standing Bear déclare « Ma main n'est pas de la même couleur que la vôtre, mais si je la perce, j'aurai mal. Si vous percez la vôtre, vous aurez mal aussi. Le sang qui coulera de ma main sera de la même couleur que le vôtre. Je suis un homme, nous sommes tous deux des créatures de Dieu. » Ce procès historique, que le chef Ponca finit par gagner, initie une longue bataille pour les droits des Amérindiens. Le gouvernement des États-Unis leur accordera la citoyenneté en 1924. Du vivant de Standing Bear, les Grandes Plaines étaient inchangées depuis des siècles. Des millions de bisons erraient librement dans l'immense prairie. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques troupeaux comme celui de la réserve de Fort Niobrara. Ils sont les survivants d'une histoire sanglante qui débute dans les années 1830. À cette époque, des chasseurs commencent à tuer ces robustes herbivores pour déguster leur langue et transformer leur peau en cuir. L'un de ces chasseurs est un certain William Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Mais ce n'est pas la chasse au bison qui lui permet de s'offrir une maison et un ranch dans le centre du Nebraska. Ce sont ses talents d'artiste. Bien avant les westerns hollywoodiens, Buffalo Bill monte un spectacle qui met en scène la conquête de l'Ouest. Il part en tournée aux États-Unis, puis en Europe, où il contribue à créer la légende du Far West. Avec l'argent que lui rapporte ce spectacle, Buffalo Bill achète 1600 hectares de terre près de North Platte et il se fait construire une maison victorienne. Buffalo Bill élève aussi du bétail dans son ranch, à une époque où l'industrie bovine est encore balbutiante. Aujourd'hui, le Nebraska compte 4 fois plus de vaches que d'habitants. Elles commencent leur vie dans l'un des nombreux ranchs de la région. Puis elles passent les 3 ou 6 derniers mois de leur existence dans des fermes d'engraissement où elles sont gavées avant d'être envoyées à l'abattoir. Les éleveurs paient ces usines à engraisser pour ensuite vendre leurs bêtes au meilleur prix aux distributeurs. Le poids d'une vache peut y doubler en seulement 90 jours. Des représentants des abattoirs viennent voir ce qu'ils vont acheter et négocient avec les éleveurs. Les vaches sont ensuite envoyées dans des abattoirs comme celui de Grand Island. Les bêtes de chaque éleveur sont séparées dans des enclos différents. Le Nebraska produit près de 3 milliards de kilos de viande rouge par an. Et rien ne se perd dans l'industrie. Toutes les parties de l'animal sont rentabilisées. Une vache pèse en moyenne 590 kilos, dont la moitié est de la viande consommable. Le reste sert à faire du cuir, du fil de pêche, des friandises pour chiens et chats, ou de la gélatine pour bonbons. Les vaches sont tellement nombreuses que les éleveurs les font paître partout où ils peuvent, même au-dessus de ces anciens dépôts de munitions
au sud de Grand Island. Ils sont le rappel du rôle crucial du Nebraska pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque dépôt a été construit pour abriter des munitions fabriquées au Nebraska. En 1942, les autorités décident d'implanter ici une immense usine d'armement. Des milliers d'ouvriers travaillent à la fabrication de bombes, de roquettes, de torpilles et de mines qui sont envoyées sur le front. À son apogée, l'usine produit 40% des munitions utilisées par la marine américaine pendant la guerre. Les agriculteurs s'en servent maintenant pour nourrir leurs bêtes, peut-être même sans connaître leur vocation première. Ce site surprenant n'est pas unique en son genre dans le Nebraska. Plus à l'ouest, au milieu de ce paysage agricole typique des Grandes Plaines, un cercle se démarque des autres. Il s'agit d'un hommage à Stonehenge, le fameux site mégalithique anglais. Cette version américaine s'appelle Carhenge et se compose de vieilles carcasses de voitures peintes en gris. L'artiste Jim Reinders le réalise en 1987 après un séjour en Angleterre. Carhenge comporte 38 voitures disposées en un cercle de 29 mètres de diamètre. Jim Reinders tenait à ce que son monument présente la même forme et les mêmes proportions que le monument original. Il a déclaré l'avoir construit en hommage à son père, qui cultivait la terre sur laquelle il s'élève. Cette œuvre d'art pleine d'ironie devait certainement plaire à l'humoriste Johnny Carson. Avant de présenter l'émission de télévision américaine The Tonight Show, Johnny Carson grandit à Norfolk, dans l'est du Nebraska. Sa famille y emménage quand il a 8 ans et vit dans cette maison au toit ocre. Une école porte désormais son nom, car c'est ici qu'il a trouvé son inspiration, sur les terres du Nebraska.